Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. René Ruth est avec nous. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh. Pourquoi tu ris? Qu'est-ce qui te fait marrer? Je Tu sens as la que joie, j'ai- tu as je la sens joie, que j'ai tu as la pris joie. du poids. Tu sens que tu as pris du poids. Regarde comment j'imagine, ça se voit pas. Alors, on parlera de quoi ce matin, René Ruth? Épargne-nous, épargne-nous tes... Mardi comme ça, début de semaine. Oui. C'est ton premier jour de la Oui, semaine. Ta mon semaine premier. commence le mardi. Mais oui, voilà. Alors, pourquoi ce je suis matin, on contente. parle de quoi? On parle de l'apport des comptes dans les sociétés anciennes aujourd'hui. Les sociétés anciennes. Anciennes et aujourd'hui. Est-ce qu'on avait La- des sociétés anciennes? Ah oui? Oui. D'accord. La dernière une fois, j'ai question. dit que j'ai assisté à la conférence sur Quand les le... élus marchaient avec les caches sexes. Voilà Oui. pourquoi Les Mila, c'est comme ça. anciennes. C'était les sociétés anciennes et maintenant qu'on a des pantalons, des Oui. talons, Donc, des les débits chemises, marchaient des- avec les caches sexes. Bah, Tu étais. on a tous marché avec des caches sexes. Non, faut pas Nous- dire on a tous. Est-ce que tu étais? Tu as vu, tu es Non, un mais je archéologue. n'étais pas- je ne peux tu es pas un faire spécialiste partie. de l'histoire qui t'a montré des photos où on On était avec avait les caches lu, sexes. la fraîche, on avait tous le petit livre d'histoire au primaire. C'était quoi, le Gabon? Je sais pas, il y avait un truc. C'est des dessus Africains où qui on ont écrit voyait- ça. Où on voyait la pierre polie. Bah oui, c'était l'histoire. C'était l'histoire de l'Afrique et du Gabon. On voyait la livre pierre d'histoire- polie. L'histoire de Frédéric On Moyobi. voyait la pierre polie et puis on voyait surtout les personnes qui vivaient avant. On a traversé plusieurs C'était une époques. arnaque. Comme mon père a fait. Mon père a C'était fait partie une de la arnaque. génération Qui qui portait portait les- les pattes d'œuf. Ça serrait ici, ça lâchait Les là-bas. pattes d'œuf, Et c'était puis il pour- avait c'était genre les- Chaque génération son l'afro. style. Les Voilà, pattes d'œuf, chaque c'était les génération. habits d'Intevi. Non, je Les dis. caches sexes. Je parle d'une génération. Les femmes aussi ont porté les pattes. non, bon, non, les non, batékés. non, Bon, les batékés. Le président de l'ancien président de la République, Omar Bongo Niba, il portait les pattes d'œuf. Si tu regardes bien ses photos anciennes, Non, il avait je genre n'ai les pas poils dit longs. le contraire. J'ai Est-ce que demandé c'était si est-ce que c'était un Banjabi? Est-ce que parler beaucoup, ça veut dire que tu as raison? Je t'ai demandé Est-ce que qu'est-ce c'était que un le cache Banjabi? sexe et le pat def, c'est pareil. Et Non, puis tu me dis tu as les femmes, dit, ils portaient c'est les des cache générations sexe. différentes. Nous les femmes, on portait les pantalons depuis Depuis quand, la l'Égypte fraîche? antique. Oh. Avec les jupes. Alors là, même dans l'Égypte antique, on ne portait pas les pantalons. On portait mettait- des jupes. Hein. Oh voilà, c'est ce que j'ai ajouté Non, avec non, les ne jupes. On portait des jupes. Après, dans les migrations, la Oui. jupe, on a collé au milieu parce que quand on marchait, les herbes nous grattaient les pieds. Donc, on vous a fait avez le pantalon. séparé. C'est Voilà, de et puis on a l'enfumage. collé. Nous, on est. René Rutu, faut appeler les pompiers. C'est quoi le numéro des pompiers encore? Le 18. Nous, on était déjà high, tu vois. Oui, Voilà. très avancé. Mhm, On tout à comprend fait. pourquoi Oyem est comme ça. Tu as vu, non? C'est ça. On comprend pourquoi Mila est comme ça. Mais là où on trouve un restaurant à tous les 15 km, tu vas venir me parler. René Ruth, parle-nous de vraies choses. Donc, je disais que la dernière fois, j'ai assisté à une conférence au Palais des Sports. Et Madame Mileboun, j'avais été la seule dame invitée. Donc, j'ai pris les numéros de tous les professeurs et puis elle a accepté de venir par rapport au sujet que j'ai simplifié. D'accord. Sinon, j'ai tiré ça du sujet de sa thèse. La thèse. Bonjour, Madame Mileboun. Donc, vous êtes docteur. Bonjour, Docteur en littératures africaines. Oui, docteur en littérature africaine, spécialisé en littérature orale. D'accord. Précisément. La littérature, c'est pas quand c'est écrit. Non, pas seulement. D'accord. Comme vous l'avez dit, c'est une arnaque de penser que la littérature, c'est seulement quand c'est écrit. D'accord. Il a existé avant la littérature écrite une littérature orale. Et Comment vous c'est- avez fait pour capter les informations vu que c'était pas écrit? C'était quoi vos sources alors? Les sources, ce sont les gens. Plus que les gens sont morts. Ce sont les gens et ce sont les recherches. Est-ce que les sources orales sont plus fiables que les sources écrites? Quand Elles- on sait que la conception d'un individu peut changer d'un point à un autre ou d'un environnement à un autre. Les sources sont fiables, il suffit de les confronter. Et aujourd'hui, on sait que la société évolue. Et donc, forcément, les textes vont évoluer avec la société. Oh non, là on est dans les textes, on parle de l'oralité. L'oralité c'est... L'oralité, ce sont des textes. Nous, on prend les textes au sens large. Les textes, ce n'est pas simplement ce qui est écrit, c'est aussi ce qui est oral. Ce qui est dit. Lorsque je parle, j'énonce un texte. Oui. Mais pour convaincre les personnes à qui je vais transmettre ce message, il faut que j'ai un support. Ma grand-mère est un support.
votre grand-père. Moi, j'ai pas connu mes grands-parents. J'ai appris que vous étiez le petit-fils de Tirandong. Non, je ne suis pas son petit-fils, je suis son fils. Parce que son père et mon père sont même père, même mère. Donc, j'ai pas connu le père de Tirandong. Donc, ce que le père de Tirandong disait, c'est lui qui me l'a transmis. C'est pas fiable. C'est pas fiable. D'où la citation qui dit. D'où la citation qui dit que quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque. C'est une bibliothèque qui brûle. Il y a les et vieux c'est qui s'embêtent. Qui l'a dit. Il y a les vieux qui s'embêtent. Dans toute société, c'est vrai, dans toute société, il faut de tout pour faire un monde. On a des gens qui ne peuvent pas parler en public parce qu'ils n'ont pas la sagesse nécessaire, mais il y a aussi des détenteurs de la sagesse d'un peuple. Et c'est à ces personnes qu'on s'adresse pour avoir des informations sur la vie qui a été vécue avant. D'accord. Okay. Alors, René Ruth, aujourd'hui, on parle des... L'apport des contes dans les sociétés anciennes. Vous avez étudié les sociétés orales, donc ça veut dire que vous avez... Le patrimoine oral. Vous avez maîtrisé le patrimoine oral qui est composé des proverbes. Oui, des proverbes, des mythes, des chants, etc. Des épopées, des contes, des berceuses. Il y a plein de genres selon les sociétés. Il peut exister des genres qui apparaissent dans une société et dans une autre, on ne les trouve pas. Par exemple, l'épopée, on en a au Gabon, c'est reconnu dans 3 sociétés, chez les Fans, chez les Pounous, chez les Téké, chez d'autres, chez les Nzebi aussi, pardon, et chez d'autres, on ne sait pas s'il y a eu des épopées ou pas. On parle surtout des longs contes pour ceux qui est des Mienais, mais aujourd'hui, les recherches qu'on est en train de faire, c'est essayer de se demander si dans ces sociétés, il n'existait pas aussi des épopées. Donc, c'est ce à quoi on travaille un peu chaque jour. Ça, c'est intéressant, ça. C'est quoi la différence entre une épopée et un long conte? Un long conte. Il existe plusieurs épopées. Et par exemple, en Afrique de l'Ouest, l'épopée, c'est l'histoire d'un peuple qui est racontée de manière hyperbolique. On aura par exemple l'épopée de Soundiata Keïta. Il a réellement existé. Et ça a été hyperbolisé, ça a été mythologisé à un moment donné, mais des sources ont montré que ces dynasties ont réellement existé. D'accord. En ce qui concerne par exemple l'épopée Fan, on a l'histoire des Fans qui est à l'intérieur du récit, l'histoire des migrations par exemple. On ne va pas dire que les peuples des Kans et autres ont réellement existé, mais à l'intérieur, on a des données historiques qui nous permettent d'affirmer que effectivement, ces peuples ont traversé les différentes parties du monde qui sont énoncées dans ces récits. Le conte, c'est généralement un récit imaginaire dans lequel on met en scène surtout des personnages animaliers et des personnages humains dans une société qui n'est pas spécialement définie, pour parler simplement. On va par exemple dire le village, mais on ne va pas donner un nom en tant que tel d'un village. On va parler de la forêt, mais on n'a pas des lieux précis pour axer les personnages qui sont en mouvement. Quel était le sujet de votre thèse pour savoir ce que René Ruth a apprécié dedans? Moi, j'ai travaillé sur les performances d'un conteur Orungu en situation d'oralité première et en situation de néoralité. En situation d'oralité première, c'est lorsque, par exemple, nos parents pratiquaient l'oralité. Donc, on dit en griffe l'oralité traditionnelle. Et là, nous sommes dans la néoralité, c'est ce qu'on appelle l'oralité urbaine, qui se fait dans les villes avec des adaptations par rapport au monde dans lequel nous vivons. Comme par exemple le slam, comme par exemple le cri des vendeurs de Mutuki, par exemple. Là, nous sommes déjà dans ce qu'on appelle la néoralité, ou bien dans le conte. Pourquoi vous appelez ça la néoralité? Parce que c'est une nouvelle forme d'oralité par rapport à ce qu'on connaissait avant. Néo veut dire nouveau. Oui, oui, tout à fait. Donc, c'est une nouvelle forme d'oralité qu'on ne connaissait pas, mais qui s'adapte aux exigences de la société dans laquelle on vit. Donc, c'est dû à l'évolution de la société. L'évolution de la société. Mais sinon, le concept reste le même. Oui. C'est toujours de l'oralité. Peut-on considérer le conte comme un genre littéraire? Le conte est un genre littéraire. En quoi exactement? En quoi? Parce que déjà, il y a toutes les figures de style. Qu'est-ce qu'on recherche dans un texte littéraire? C'est d'abord toutes les figures de style qui peuvent exister. On a les hyperboles, on a les comparaisons, on a les métonymies, on a tout pour faire un texte littéraire. Et le conte, c'est la première forme littéraire qui a existé. On a commencé par là. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que les contes de Charles Perrault ne sont pas des textes littéraires? On dit si, mais pourquoi on le dit? C'est parce que c'est simplement écrit. On oublie qu'avant que ces textes ne soient écrits, c'était d'abord des textes oraux.
Mais quelle est la place du conte dans une société hyper numérisée comme la nôtre aujourd'hui et hyper développée, quand avant le conte en fait servait de cinéma pour les... Oui, le conte avant c'était l'éducation. Toute l'éducation d'une société passait par les contes. Et les contes, on les disait surtout aux plus petits, parce qu'à travers une forme simple, on arrivait à faire passer des messages. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile parce qu'il y a la concurrence de tous les écrans possibles. Donc aujourd'hui, dans les familles, on ne retrouve plus vraiment l'art de conter en tant qu'art éducatif. On ne le retrouve plus et c'est ça le grand dommage. Aujourd'hui, pour retrouver le conte, il faut surtout avoir affaire aux néo-conteurs, être dans les centres culturels, l'Institut français, dans les écoles qui acceptent de revenir au conte. Mais c'est vraiment très difficile de se dire qu'il y a encore un apport aujourd'hui du conte quand on voit la société de consommation dans laquelle on vit. Mais à travers les enquêtes qu'on a faites, moi par exemple, j'ai vraiment enquêté ici, quand je préparais mon mémoire de maîtrise auprès des néo-conteurs, au centre psychanalytique de Mélène, moi j'ai vu que le conte apportait beaucoup. Déjà aux vieilles personnes qui étaient là, qui ne pouvaient pas capter la télévision, mais lorsqu'on leur disait des contes, à un moment donné, des souvenirs enfouis revenaient. Et les enfants, des fois, au centre culturel français, où il y a toujours l'heure du conte, sont vraiment intéressés par cet art. Il suffit simplement de le vulgariser dans les familles pour que ces enfants reviennent à la lecture. C'est aussi un moyen de les ramener à la lecture parce que les enfants ne lisent plus. Or, le conte peut ramener ces enfants à la lecture. Ils vont apprendre déjà à écouter et ensuite à lire. Qu'est-ce que vous cherchez exactement dans la dextérité du conteur que vous avez susmentionné? Il doit déjà être intéressant, un conteur. Il devait être intéressant. Moi, ce qui m'a particulièrement touchée, c'est parce que je me suis rendu compte, j'ai bavé pendant 2 ans pour avoir des informations parce que je ne rencontrais même pas les vieux qui se disent détenteurs du savoir ancestral, ne connaissaient que les proverbes. C'est le seul genre qu'ils connaissaient parce qu'ils pratiquaient ces proverbes lors des mariages coutumiers ou lors des deuils. Mais toute la littérature orale qui pouvait exister dans une société, ils ne la connaissaient pas. Et moi, ce conteur m'a particulièrement intéressée parce que c'était le premier à pouvoir utiliser le conte, que ça soit en famille, que ça soit lors de ces veillées de Bouiti. Il utilise le conte comme un art et de différentes manières. À travers le conte, il enseigne la langue à ses enfants. À travers le conte, il donne des conseils aux néophytes qu'il initie. À travers le conte, il en fait un art de divertissement. Donc, c'est ce qui m'a vraiment intéressée parce qu'on avait une seule personne qui pouvait avoir des personnalités différentes selon le domaine ou selon le contexte dans lequel il énonçait son conte. Et c'est vraiment ce qui m'a intéressée avec lui. Le conte, c'est toujours abstrait? Abstrait, non. Aujourd'hui, on n'a pas le conte abstrait parce que si on regarde les contes de Pierre Akindégué, parce qu'il dit beaucoup de contes dans ses chansons, ils ne sont pas abstraits. C'est des personnages qui existent, qui sont en action. Ce sont des personnages, en fait, ce sont des animaux personnifiés, mais on se rend compte qu'on les connaît, qu'ils existent réellement et que ces personnalités existent dans la société. Et même dans les contes traditionnels, lorsqu'on parle d'un animal, mais on le personnifie. Donc on lui donne des caractères humains de quelqu'un qui existe réellement et qu'on peut retrouver partout où on va. Existe-t-il des contes au Rungu qui relatent la culture de ce peuple? Oui, tous les contes ne font que ça. Lorsqu'on est dans une société, dès lors qu'un conte est déjà en langue, ça veut dire qu'il y a une part de la société qui est à l'intérieur. Après, on peut avoir des contes qui retracent, comme j'en ai trouvé des contes ou des proverbes, qui essayent de retracer comment les peuples du groupe B10, qu'on appelle le groupe Mienais, le peuple s'est divisé pour former les 6 sous-branches qu'on connaît, Orungu, Mpongo, Iralois, etc., Nkomi. Donc ça existe. Dans les contes, on peut avoir des bribes d'histoire de chaque peuple. Pourquoi on appelle telle partie Abundje, par exemple, pourquoi on appelle telle partie la mer et pourquoi tel peuple
Par exemple, pourquoi les Mpongwe sont à la mer, pourquoi les autres sont plus dans les terres. Dans les contes, on peut retrouver ce genre d'informations-là. Raponda Walker a fait un ouvrage, les contes gabonais, où il a un peu regroupé la plupart des contes qui existent. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on a pu sauver en fait le patrimoine du conte gabonais, où il y a plein de contes qui disparaissent au fur et à mesure que les vieilles personnes qui connaissent les contes décèdent? Effectivement, on n'a pas encore... je ne sais pas, le travail de Raponda Walker n'est même pas le 1/10 de ce qui existe dans toutes les sociétés. Il y a énormément de sociétés au Gabon. Et avec le patrimoine riche qu'on a, il est difficile de dire qu'on a sauvé déjà une partie de ce patrimoine. Mais c'est un début. Aujourd'hui, il y a plein de travaux d'étudiants qui repartent pour collecter des proverbes, des contes, etc. dans leur société. Mais le problème, c'est que ça reste dans les bibliothèques des départements. Aujourd'hui, on a besoin d'une vulgarisation pour voir que ce patrimoine est extrêmement riche, qu'il y a des choses à l'intérieur, qu'on a les contes, qu'on a les proverbes, qu'on a plein de genres, qu'on a des chants de circoncision chez les Kotas qui sont là. Dès lors qu'un genre existe toujours, on a encore la chance de trouver les textes qui accompagnent cette manifestation. Est-ce que les contes gabonais ont des caractéristiques qui se retrouvent? Oui, il y a des caractéristiques. On parle en général des contes gabonais, mais nous, en tant que spécialistes, on préfère parler, par exemple, des contes Orungu, des contes Kota, des contes là, vous les Pounou. dissociez déjà. On ne les dissocie pas. On leur donne simplement une propriété. Parce que ce n'est pas la même chose, même s'il y a des caractères qui se retrouvent. Même entre les contes du Gabon et les contes venus d'ailleurs, il y a toujours des caractères généraux qu'on retrouve partout dans les contes. Mais il faut dire que chacun de ces contes a une spécificité territoriale. Et c'est ce qu'on essaye de mettre en évidence pour faire ce qu'on appelle la pyramide inversée. Donc on part du particulier pour remonter à ce qui est général et voir où tous les gens, par exemple, se retrouvent. Tous les contes de tous ces peuples-là se retrouvent. C'est ce qu'on fait en général. Donc, je vous demandais les endroits où les contes se ressemblent. Bon, c'est déjà dans la manière... Sur les histoires, sur le canevas. Est-ce que les conteurs ont le même style? Généralement, oui. Les conteurs ont le même style. C'est un style de créateur, c'est un style d'artiste d'abord qu'ils ont. Ils peuvent compter avec des instruments. On a vu ça avec, par exemple, Ngemene ou bien Mathias Ndembe. Ils utilisent des instruments. Mais généralement, le conte est déterminé comme genre parce qu'il y a des caractères qui sont communs à toutes les sphères dans lesquelles on retrouve ce même texte. Des textes avec cette structure qui est similaire. À quel moment les sociétés gabonaises ont commencé à considérer le conteur comme un élément à part entière de la société, de leur équipe? À quel moment, on ne saurait le dire, parce qu'il a toujours été comme un élément essentiel dans les sociétés. Mais là, on parle des sociétés villageoises, des sociétés en griffe traditionnelles, des sociétés dans lesquelles il y avait un dynamisme social autour des chefs, de clans, etc. Même un chef de famille pouvait être un conteur. À ce moment-là, ils étaient nécessaires. Aujourd'hui, ils disparaissent, ils n'ont plus la même importance dans la société actuelle. Ce sont des artistes comme des chanteurs et autres, donc ils n'ont plus le même apport dans la société d'aujourd'hui. Le conte est un art vivant que l'écriture tue. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Non, moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'aujourd'hui, l'écriture permet de redynamiser le conte, par exemple. Moi, je travaille beaucoup entre oralité et écriture. Est-ce que ça a sa même puissance quand c'est écrit et que quand on compte? Non, ça n'a pas la même puissance, mais ça nous permet d'avoir un support. Par exemple, lorsque aujourd'hui beaucoup de jeunes qui se mettent au conte n'ont pas eu la chance d'avoir des parents ou des grands-parents conteurs. Mais qu'est-ce qu'ils font? À partir des textes qui est écrit,
ils redynamisent un art qui est plus ou moins tombé. Ils redynamisent, ils le remettent, comme on dit, en bouche. Ils le remettent en bouche et ils reviennent. Mais parce qu'il y a quelque chose qui est d'abord décrit. C'est vrai que le conte, lorsqu'on va on va transcrire, c'est-à-dire on va passer de l'oral à écrit, on perd tout ce qui est oral du conte. Ça, c'est un fait. Et on ne peut pas revenir là-dessus. Mais c'est bien parce que ça nous permet, si ces personnes disparaissent, d'avoir un support, d'avoir une trace de ce qui a été fait et après, pourquoi pas de revenir. Aujourd'hui, on a les enregistrements qui nous permettent de pallier. Ensuite, adaptation du conte au cinéma. Est-ce que vous pensez que c'est la suite pour conserver tout ça? Ce sont des suites. Et dans ça, on est dans ce qu'on appelle plus ou moins l'intermédialité. Ça veut dire on passe d'un média à un autre. Quand on est dans le domaine littéraire, on considère que tout est média. La voix est un média, le texte est un média, les gens sont des médias. Donc, lorsqu'on a d'abord un conte, on peut avoir diverses adaptations. Et c'est le cours que je donnais à l'ENES, comment on peut passer d'un conte écrit à une forme un peu plus théâtralisée. Le conte et les arts voisins. C'est-à-dire qu'on va prendre un conte, on a d'abord une forme orale qui était traditionnelle, ensuite on peut la faire passer à l'écrit, et ensuite on fait des adaptations, soit à la radio, soit à la télévision, sous forme de cinéma. Aujourd'hui, tous les contes Walt Disney, ce sont des contes oraux qui faisaient partie du folklore. Alice au pays des merveilles, le petit chaperon rouge et oui, tout ça. Exactement, ce sont des contes qui appartenaient d'abord à l'oralité et qui a été redynamisé par le cinéma, par les dessins animés, par le film. Pourquoi les conteurs locaux prenaient toujours les animaux pour les faire jouer comme des personnages? Pourquoi ils ne prenaient pas des vrais gens? Il y avait aussi des vrais gens. Mais c'était plus des gens qui étaient stéréotypés. On avait par exemple Esseringila. Et on considère que lorsqu'on vous donne, dans les cultures des Mienais, de tout le groupe au Mienais, lorsqu'on vous parle d'Esseringila, on sait que c'est forcément un rapporteur. Aujourd'hui, on dirait un Congo-sœur. C'est quelqu'un comme ça. Donc, il y avait des noms. Mais je crois que, pour ce que j'ai vu, pour éviter de frustrer les gens et de donner des noms spécifiques, on préfère mettre en scène des animaux qui reproduisent les habitudes humaines. Le conteur que vous avez étudié, il était beaucoup plus basé sur les animaux ou bien sur les êtres humains? Plus sur les animaux. Sur les animaux et sur les personnages quand même qui ont une portée, on va dire, je dirais une portée plus symbolique dans les sociétés. Il y avait par exemple Ramborakinda, et ceux qui savent, dès lors qu'on dit Ramborakinda chez les miens, on sait qu'on va parler d'un personnage roi ou chef. Si on parle des Serengila, on va forcément parler de quelqu'un qui va rapporter. Si on parle des Kafi, on va parler d'un guerrier. Donc, c'était déjà des noms stéréotypés. Et il utilisait et les animaux et les humains, et des fois, et lui, il a eu dans ça les mêmes scènes. Il a eu ça de manière héréditaire ou bien lui-même, il s'est formé? Non, là, lui, c'est de manière héréditaire parce que c'est quelqu'un qui est dans la culture. Et lors d'une interview, il me disait qu'il avait reçu ses contes de sa grand-mère et il avait aussi eu certains contes en songe. Donc, à la mort d'un de ses grands-parents, les contes étaient arrivés à lui en songe. Est-ce qu'il savait pourquoi il avait reçu ça en songe? Généralement... Il était prédisposé à être un conteur? Peut-être, il était prédisposé et c'est surtout qu'il faudrait que la personne soit intéressée. Si on a un enfant assez glandeur qui ne s'intéresse pas à ses grands-parents, à ce qu'ils disent, il est difficile de le prendre comme héritier à ce moment-là. On va plutôt s'intéresser à quelqu'un qui a des prédispositions, qui écoute, qui vient vers les anciens, qui pose des questions, qui est à leur côté, qui est en apprentissage. Parce que toute l'enfance, c'est un apprentissage. Et lui, il a eu cet apprentissage-là. Vous retrouvez ces critères chez vos étudiants pour faire les comptes? Il y a certains qui comptent très bien. Ils comptent vraiment très bien. Et là, ils sont en train de se former assez parce qu'ils veulent être déjà... On peut se former à être conteur? Oui, on se forme déjà par les arts du théâtre. C'est les nouveaux conteurs, quoi, les néo-conteurs. Les néo-conteurs, mais qui ont appris les contes avec leurs grands-parents. Moi, j'ai Nguéméné qui est passé par l'ENAM,
Ndembe qui est passé par l'ENAM, ils ont une formation d'acteurs. Et au-delà de ça, ils se sont intéressés au conte parce qu'ils avaient des grands-parents qui disaient le conte. La fois, je peux bien compter. Moi. Pourquoi? S'ils étaient intéressés. Non, je ne suis pas intéressé, moi. Je suis un opposant de la littérature orale. Pourquoi? Parce que les frangins, ils n'ont rien écrit, donc on imagine pas la littérature, la culture orale. On n'est pas sûr. Je considère qu'on n'est pas sûr des choses. Parce que vu le comportement des individus, d'un transporteur de messages à un autre, l'information n'est plus originale. Mais ça, c'est aujourd'hui. Avant, il y avait dans la société ce qu'on appelait des garde-fous. Et la société était censeur de ces gens-là. Tout le monde puisait dans un même patrimoine. Donc tout le monde connaissait le patrimoine. Et on ne permettait pas à quelqu'un de s'écarter de la norme qui était inscrite dans le patrimoine. Ce qui fait qu'on avait des textes assez bien posés, assez authentiques, qui étaient transmis, même s'il y avait plus ou moins des transporteurs, genre, on t'envoie donner un message, tu donnes ça exactement comme on t'a dit d'aller. Oui, ça existait. Un message. Mais c'était ceux qui avaient aussi de la mémoire. Aujourd'hui, on pose le problème, il y a un problème de la mémoire. On ne retient plus tellement aujourd'hui. Parce qu'avant, tout se passait par la mémoire. Il fallait retenir pour pouvoir transmettre. Aujourd'hui, on n'en a plus besoin parce que c'est consigné par écrit. On enregistre sur téléphone, sur ordinateur. Aujourd'hui même, on ne connaît même plus 10 numéros de mémoire. Moi, je connais plus 10 numéros de mémoire, mais ma mère connaît tous les numéros possibles de mémoire parce qu'elle est née dans cette culture où tout était transmis de manière orale. Moi, je suis dans une version un peu plus écrite, une version où on utilise des blocs-notes, des pense-bêtes. Donc, c'est un peu plus difficile et c'est normal que les messages soient plus ou moins modifiés lorsqu'on passe d'une personne à une autre. Donc, docteur Mileboundja, avez-vous pensé que le conte peut encore être utilisé pour réorienter la morale sociétale? Oui, ça peut toujours être utilisé. Les parents, moi j'ai vu les parents qui utilisent encore le conte. C'est une manière, dans un monde imaginaire, de mettre en scène des éléments qui peuvent parler à un enfant plus que de le gronder. Si c'est un conte, si c'est imaginaire, si c'est une histoire, si c'est quelqu'un d'autre, l'enfant réfléchit peut-être mieux parce que c'est imaginaire et il peut avoir des acquis. Moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a des bienfaits avec le conte, tout comme de manière psychanalytique, de manière éducative. Il y a encore à faire avec le conte. Et tous les gens auront possible. Merci, René Ruth. On a fait le tour. J'ai une question, dernière question. Pourquoi les contes gabonais occupent une place réduite, sinon quasi inexistante, dans les programmes? Ça, il faut demander au ministère de l'Éducation nationale. Il faut demander au ministère de l'Éducation nationale. Vous avez des nouvelles? Merci. Je rappelle que dans le cadre de la rubrique de René Ruth, la rubrique culturelle de René Ruth du mardi et du jeudi, on recevait le docteur Mileboundja Kelly Marlène, enseignante chercheur au département de littérature africaine en tant que spécialiste des littératures orales. Vous êtes chercheur, vous cherchez? Oui, on cherche et on trouve. On continue à chercher, on cherche tous les jours. Vous êtes des chercheurs qui trouvent ou des... Nous sommes des chercheurs qui trouvent. D'accord. Mais pourquoi vous gardez donc le nom chercheur encore? Mais parce qu'on est toujours dans la recherche. On trouve et on passe à autre chose. D'accord, merci docteur d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. On est sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus de la capitale. On va recevoir Jade dans quelques minutes, qui est notre stagiaire pour Urban FM au compte du lycée français Blaise Pascal. Urban FM et les forces de police nationales s'associent et vous offrent Urban Trafic, le programme qui vous fait le point à 7h, 8h, 10h, 12h30, 16h, 17h et 18h sur le trafic routier au quotidien sur Libreville, Akanda, Ovendo et Ntoum. Urban FM 104.5. Da Fresh Morning.